Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Comme premier invité, j'accueille le promoteur immobilier, M. Jean-François Tremblay, avec qui on va parler des conséquences de la levée du moratoire faite par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu il y a quelques jours à peine. M. Tremblay, bonjour. Merci de l'invitation. Je vous ai invité parce que on a appris que la Ville allait instaurer à partir de juillet prochain une nouvelle redevance de 5 000 $ par porte, par nouvelle porte. Par exemple, une construction de 50 portes là, pourrait amener des revenus substantiels. Beaucoup de promoteurs se sont exprimés, quelques-uns en tout cas, se sont exprimés soit publiquement ou sous le couvert de l'anonymat contre cette décision de la Ville d'imposer ces redevances. Vous êtes un des seuls promoteurs qui se dit en faveur, ou en tout cas qui explique pourquoi la Ville y va de l'avant. Donc peut-être nous expliquer un peu votre position là-dessus, sur cette redevance et pourquoi vous êtes plutôt en faveur. Bien, c'est sûr qu'il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « Yes, j'ai de l'argent à payer à quelqu'un d'autre que... » Aujourd'hui, c'est une nouvelle facture quand même dans l'assiette des dépenses des promoteurs. Ceci dit, je voulais nuancer un point, c'était surtout sur la façon que c'est amené. Là. En ce moment, les développeurs, peut-être qu'ils ont un petit cours de mathématiques à faire. On parle de 5 000 $ par logement. OK? Faites un petit test pour eux autres. Je me suis dit, ils pourraient s'en servir comme outil. Ça peut être bon pour réutiliser quand on oublie nos mathématiques. Sur 40 ans, c'est-à-dire que c'est le niveau d'amortissement le plus bas proposé par le programme APH-ELEC, qui se trouve être 90 % du marché hypothécaire. Donc, quand on construit un immeuble, par exemple, c'est ça, donc la durée de vie est à peu près 40 ans. On prend une hypothèque. Okay. L'hypothèque dure 40 ans et c'est desservi par les banques, les caisses, et c'est garanti par la SCHL, qui, elle, a créé un programme qui s'appelle APH-ELEC. Donc, pour les fins de cet exemple, j'ai pris qu'est-ce que 90 % des promoteurs utilisent comme programme. Fait que donc, 5 000 $ par logement, 40 ans, ça crée une augmentation de 20 $ par mois. 20 $ par mois, j'ai fait un petit ratio. À Saint-Jean, c'est principalement des 6 logements. Fait que c'est 72 $ par mois, c'est 800 $ par année. Fait que si ton projet, il ne tient pas à route pour 800 $ par année, pour un projet de 1,4 million, c'est peut-être mieux de revoir ton pro forma. OK. Fait que la vraie problématique, c'est pas les promoteurs nécessairement, ni les locataires qui vont en subir. Ça serait plutôt de la démagogie de dire ça. Les personnes les plus touchées, ça va être les vendeurs. Parce que n'importe quel acheteur va arriver avec un levier de négociation qui, ultimement, va être la prémisse de « Hey, ça me coûte 5 000, fait que ton terrain vaut 5 000 de moins. » Parce qu'on sait que quand on développe du logement, c'est un prix à la porte qu'on a pour le prix du terrain, pas un prix au pied carré. Fait que les gens vont arriver, ils vont aller voir les gens qui ont des terrains à vendre, ils vont dire, écoute, moi, ils rentrent 100 logements ici, mais il faut que je paye 100 fois 5 000 $. Donc, on va partir dans une négociation comme ça. Fait que, est-ce que réellement, à la fin de la ligne, ça va être les locataires qui vont subir cette augmentation-là? La réponse, c'est non, parce que le marché, il est saturé, la capacité de paiement, il n'y est plus. Fait que les personnes qui vont absorber, c'est principalement les vendeurs de terrain. Eux autres, ils se font entendre très fort, parce que c'est normal. Puis les acheteurs, bien, eux autres vont arbitrer, en fait, entre les locataires et les propriétaires de terrain. Mais il n'y a pas une crainte, me fait l'avocat du diable, il n'y a pas une crainte que les promoteurs, justement, refilent la facture aux locataires sans faire ce calcul en disant, bien là, ça me coûte 5 000 $ de plus par porte, donc je vais refiler la facture parce que je n'avais pas prévu ça dans mes plans d'affaires? Bien, de façon très intéressante, il existe ce qu'on appelle des garde-fous. Hein? Fait que la SCHL, elle a fait des prorata, elle fait des statistiques, elle regarde la capacité de paiement. Fait que si le promoteur décide de pitcher, comme tu le dis, la facture à son locataire, bien, la SCHL aussi, il faut que le promoteur se tienne à un vœu d'abordabilité s'il est sur APH-ELEC à abordabilité. Il faut que la SCHL regarde aussi, peut faire une retenue, à savoir est-ce que la performance locative, est-ce que c'est logique dans ce secteur-là de charger 20 $ plus cher? La réponse va probablement être non. Fait que, est-ce qu'on va vraiment lancer ça aux locataires? La réponse, ça va être probablement non, parce que le marché ne serait pas capable de le prendre. Okay. Fait que donc, moi, je pense que les personnes les plus touchées, et pas je pense, ça va être les personnes les plus touchées, c'est les vendeurs de terrain. Et vous avez expliqué, je pense, et corrige-moi si je me trompe, qu'il y a plusieurs villes qui imposent déjà ces redevances, mais que Saint-Jean est même en dessous de ce que certaines villes demandent en redevance. Ouais. On parle de quasiment, si je me souviens bien, à Chambly, quasiment 10 000 $ par porte. On a les mêmes systèmes à Longueuil.
Et d'ailleurs, je veux souligner qu'à Longueuil, on a été plus loin. Une suggestion d'ailleurs que je fais à Ville au passage, c'est ils ont ajouté un fonds de densification. Fait que pour les promoteurs immobiliers qui sont dans le marché spéculatif, bien, ils ont la chance d'acheter de la densification, ajouter un étage, un prix à la porte, et cet argent-là va dans un fonds pour développer du logement social. OK. Bon. L'argent recueilli par la Ville, les redevances, ça aide essentiellement pour les infrastructures et tout ça. Je pense que la Ville a rencontré plusieurs promoteurs. Est-ce que vous étiez parmi les promoteurs que vous avez été rencontrés? Ils ont égaré mon courriel. Ah bon? D'accord. Donc, vous n'étiez pas là? Non, je n'étais pas là. Okay. J'ai appris dans les médias et à travers les autres instances, mais ça arrive, un oubli. Oui, OK. Mais vous achetez cette décision-là de la Ville d'instaurer des redevances et investir dans les infrastructures? Oui, effectivement. Moi, j'ai 38 ans cette année, là. OK? Mes belles années sont en avant de moi. C'est normal que pour des gens qui sont en fin de carrière, puissent voir ça comme une espèce de coupe dans leur fonds de pension. En ce moment, on est dans un moment où c'est un moment charnier dans toutes les villes au Québec. On n'a plus d'eau, puis on a besoin de logement. Fait que ça prend des infrastructures. Il faut que tout le monde participe à ça. C'est pas juste l'intervention du Saint-Esprit qui peut arriver avec des dollars qui viennent du fédéral, qui sont poussés par le provincial, qui sont amenés dans le municipal. Ça peut être aussi bien une intervention directement pour accélérer un fonds de développement d'infrastructures. Et je trouve que c'est une manière créative puis collaborative de le faire. Maintenant, est-ce que la Ville aurait pu appliquer une tolérance pour les gens qui ont fait des transactions dans le passé? La réponse, c'est oui. Dans le passé, la mairesse Valérie Plante avait décidé que tous les gens qui avaient X nombre de zonages, on coupait ça là. J'avais fait une manifestation contre elle. On avait fait changer sa décision. Parce qu'on se disait, c'est pas toutes les personnes qui ont acheté des terrains, qui se sont montés des proformas avec les politiques du passé, se retrouvent dans une position un peu pris en souricière. Là, parce que là, ils avaient fait leur proforma, ça fitait avec avant. Ces gens-là, ils ont raison de chialer. Ces gens-là, ils ont raison de se faire entendre, puis qu'il y aurait une tolérance qui pourrait s'appliquer, qui devrait s'appliquer à ces gens-là. Par contre, toutes les nouvelles transactions à venir, ou tous les changements de contrôle, comme on l'appelle, nous, dans notre milieu, en devenir dans les transactions de terrain, si on crée du logement, eux autres devraient être assujettis à cette politique-là. Donc, ça ne devrait pas freiner les projets de construction? Ça ne freinera pas les projets parce que les gens vont dormir avec leur terrain, puis ça, c'est pas payant. Bon, OK. On a 2 minutes pour parler un peu des projets qui s'en viennent, parce que je sais que tu travailles sur plusieurs chantiers. Peut-être un mot sur la Hart Battery. Il y a une décision qui s'en vient. Donc, là, vous êtes en attente d'une décision encore? Là? Bien oui, en fait, de ce qu'on en sait, c'est un groupe Lavallois qui a été, ou du moins de la Rive-Nord, qui a été retenu pour faire le projet de la Hart Battery. OK, mais l'annonce n'a pas été faite. Là. Officieusement, on sait ce qu'on sait jusqu'à date. C'est ce qu'on entend. Donc, déception? Déception, certainement. Déception. On a travaillé fort, on a bâti un beau projet qui était bon pour la ville, en abordabilité. Par contre, chose qui est sûre, nous, il nous reste du terrain. Fait qu'on va bâtir du logement en grande abordabilité sur nos terrains. On va garder notre mission, on va garder notre vision, puis on va s'en aller là. Puis les autres, bien, ils feront ce qu'ils voudront. Bon. Justement, parle-nous, parce que tu es impliqué là-dedans, parle-nous de la situation du logement en général. Bon, tu es impliqué à Saint-Jean, mais tu es impliqué également un peu partout. C'est quoi la situation? Est-ce que ça s'est amélioré depuis la dernière année, depuis en fait la reprise des activités après la pandémie, ou on est encore dans une situation critique? En fait, c'est normal que la pandémie est apparue un peu avec le dernier mandat de la CAQ, on se comprendra. Du moins, elle existait avant, mais on a commencé à en parler officiellement plutôt dans les 4 dernières années. C'est sûr que des initiatives qui sont... La première année, on a compris qu'il y avait un problème. La deuxième année, on a commencé à agir sur le problème. Troisième année, on a sorti des programmes. Puis là, ces programmes-là commencent à aboutir et on voit les fruits de ces interventions-là. Je pense que aussi, les taux d'intérêt actuellement vont dans un sens où ça favorise le développement. Ceci dit, monter un projet, c'est entre 12 et 24 mois. Fait que les taux d'intérêt, ils sont baissés en début d'année avec notre ami Trump qui a shaké un peu la baraque. Fait qu'on va voir des projets aboutir, des enfants de ces projets-là aboutir dans 9 mois, 18 mois. C'est long, sa gestation. Oui. La gestation est longue en développement. Là. Je comprends. Puis les partis, là, on est en élection, les partis promettent On a beaucoup de promesses. À peu près, oui, c'est ça, beaucoup de promesses en logement. Là, on verra ce que ça va donner. Jean-François, merci beaucoup de nous avoir expliqué la situation et puis bonne chance dans tes projets. Et
on s'en reparlera sans doute. Merci, Mario. Un bon moment donné. Merci. Au revoir. On fait une courte pause. On vous revient tout de suite après. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô? Oui. Ah ouais, OK. C'est quoi ta question? Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super joli. Non, juste un hamburger avec des frites. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y 2 fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de MAD Canada. Tout juste avant la période des fêtes, l'entreprise Driftwood Natural s'est installée dans le parc industriel sur la rue Godette. Et pour nous parler de cette entreprise et du plan d'affaires de Driftwood Natural, on a le copropriétaire de l'entreprise, M. Bruno Diap. M. Diap, bonjour. Bonjour. Bonjour, Mario. Bon, alors, qu'est-ce qui vous a amené d'abord dans le parc industriel? Peut-être nous parler un peu, en premier lieu, de l'entreprise qui était déjà installée à Saint-Jean, mais vous avez donc décidé d'accroître votre production. Donc, peut-être nous parler un peu de Driftwood Natural. Clairement, merci d'être sur le plateau. C'est une belle opportunité de parler de nous, parler de nos partenaires locaux aussi. Mm-hmm. Fait que, donc, l'entreprise, elle, on l'a démarré, on est dans la 6e année, en fait. L'idée, c'était d'offrir des produits naturels d'une qualité exceptionnelle à un prix abordable pour monsieur, madame, tout le monde. Dans une période où, tu sais, il y avait de l'engouement pour de l'achat local, tu sais, on parle un petit peu avant la pandémie, tu sais, puis tout le hic que ça a eu. On a commencé avec un produit relativement simple, tu sais, les bougies, la cire de soya, offrir quelque chose de qualité, mais surtout, on voulait offrir des huiles essentielles, tu sais, puis travailler vraiment dans la pureté de ce que la nature a à offrir. Donc, une approche végane. On a connu une belle croissance à travers les années, 3 ans de croissance vraiment acharnée sur des nouveaux points de vente, des nouveaux événements bien se publier, jusqu'à un point où, vois-tu, on commençait à ne plus pouvoir fournir dans notre sous-sol, puis le garage, puis la chaise. Parce qu'il faut le dire, là, vous n'aviez pas d'usine de production, c'était vraiment à la maison. Exactement. Avec un premier produit qui était des bougies. Les bougies, les huiles essentielles qu'on commençait à embouteiller, puis les savons qu'on avait lancés pas longtemps après. Mais tu sais, quand tu commences à grandir, puis tout ça, commencer à attirer du monde, des employés, puis commencer à se qualifier, puis se présenter devant des clients plus sérieux, ça fait weird d'être à la maison, tu sais. Fait que, on est arrivé un peu à un moment fourche, là, dans la croissance de l'entreprise, là. Puis tout ça, en fait, aussi été accéléré par le fait qu'on voulait vraiment développer notre expertise opérationnelle. Puis là, je m'explique par ça. L'entreprise offre plusieurs créneaux de produits, tu sais, les bougies, les huiles essentielles, les savons, des coffrets, puis des huiles végétales. Mais à ça se trouve la distribution en ligne, la distribution dans des points de vente. On est déjà dans une 70 points de vente. Très proche ici, il y a Auréole, par exemple, la boutique Auréole sur Saint-Luc qui tient nos produits, excellente gamme. Et de la sous-traitance, puis des marques maison. Là, dans le fond, tu as ce canal de vente-là, puis la capacité opérationnelle derrière qu'on voulait vraiment être très bon à faire nos produits nous-mêmes. Donc là, on commençait déjà à vendre nos services dans les bougies, dans les savons, et là venait l'opportunité d'offrir de la capacité à d'autres marques qui voulaient mettre en bouteille
leurs produits de valeur dans des petites bouteilles. Puis j'attarde là-dessus parce que c'est une niche très peu sous-exploitée dans le monde du remplissage. On parle des produits homéopathiques, des naturopathies, des pharmacies, tu sais. Tous ces produits-là, dans des petites bouteilles, c'est la petite bête noire du monde du remplissage. Puis on voulait vraiment rentrer dans cette niche-là. OK. Fait que de fil en aiguille, on a pogné un contrat avec une très, très grosse marque établie depuis plus de 20 ans au Québec pour leur remplir leurs bouteilles. Et donc, ça prenait un espace, ça prenait une certification, ça prenait des équipements. Fait que là, veut pas de fil en aiguille, bon, ben, bite the bullet, puis vas-y, aménage. Bon. Et c'est là que ça vous amène au parc industriel. Donc, c'est ça. Donc, vous êtes installé, là, comme je le mentionnais, tout juste avant la période des fêtes. Exactement. Donc, comment s'est faite cette transition? Je pense que NextDev vous a aidé beaucoup là, dans ce travail-là. Là. Donc, tu sais, comme étant en affaires, là, on prend des risques, puis on s'essaye, puis un jour, ça va débloquer. On a approché ce client-là potentiel, qui à ce moment-là est un client prospect. On n'avait aucune capacité de production, aucun espace certifié, rien. OK. Non, on a pitché notre truc, là, puis ça a pogné. Donc là, vient à rédiger un contrat, vient à monter un aménagement. OK, qui sont les experts là-dedans pour nous aider dans ce processus-là, la levée de financement, l'accompagnement dans le plan d'affaires? Il y a eu NextDev. NextDev qui offre une... Puis je salue Jonathan Baudouin dans tout ce cheminement-là qui a été assez acharné là, pour que ça réussisse. Fait qu'eux autres, dans le fond, ils vont offrir une expertise en termes de rédaction de plan d'affaires, de support aussi sur quelles sont les initiatives qui existent en fonction du profil des propriétaires, en fonction du contexte, qu'est-ce qui est plus favorable, qu'est-ce qui est moins favorable, surtout dans des projets d'envergure d'industrialisation. Puis ce qui avait beaucoup capté leur attention avec notre projet, plus que d'autres, je pense, c'était le fait qu'on misait beaucoup sur la robotique, sur l'automatisation, sur vraiment de la productivité, là, manufacturing 4.0. Parce que les systèmes de remplissage qu'on a intégrés afin d'assurer le contrôle de contamination, toute la conformité réglementaire, on s'est équipé de systèmes qui travaillent beaucoup et misent beaucoup sur la robotique pour minimiser l'impact humain sur « je touche à des bouchons », je contamine peut-être des bouchons, puis aussi faire une job plus agréable. T'sais, imagine, tu te mets sur une chaîne d'assemblage, puis là, tu dois mettre des bouchons à un n'en plus finir. Là. Il y a des gens qui font ça pendant 20 ans d'affilée, je leur lève mon chapeau. C'est pas pour moi. Ouais, c'est ça. Donc, il fallait être intelligent, il fallait être wise. Puis NextDev, là, ils ont été vraiment super bons à ficeler les liens avec les différents acteurs dans la communauté. CEHM, le Centre d'aide aux entreprises de la Haute-Richelieu. D'ailleurs, ils nous ont mis en contact avec les gens de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu aussi, qui d'ailleurs nous ont élus finalistes au gala d'excellence là, prochainement. Bon, ben bravo. Fait que, une autre poêle, une autre plume là, à notre chapeau là, sur toute la croissance, puis un gros beat là, qu'on vit depuis décembre. Là, en fait, je tenais à parler du rôle de NextDev parce qu'on en a parlé sur le plateau. C'est un service qu'ils offraient. Ils parlaient de services d'aide à l'entreprise, mais je pense que c'est un bon exemple. Et c'est pour ça que je voulais qu'on parle justement de ce que NextDev fait pour les entreprises, justement, pour les aider à partir, à s'intégrer. Énormément. Donc, honnêtement, là, c'est vraiment précieux l'offre qu'ils offrent. Donc, vous pouvez arriver avec une idée, un projet, une opportunité. Premier rôle, ça va être vraiment un rôle d'accompagnement dans la structuration de cette idée-là. C'est-à-dire, tu sais, ils ne vont pas te tenir la main pour écrire ton plan d'affaires, mais tu sais, c'est du coaching, des bonnes pratiques, de comment s'y prendre, qu'est-ce que les gens recherchent, pourquoi, comment. Puis après ça, ben, ils sont capables de te mettre en contact avec différentes personnes. Disons, à un moment donné, on était en train de chercher un local. Francis Granger, lui, ce qu'il nous avait aidé à faire, c'était de nous mettre en contact avec différents acteurs de la ville de Gatineau, l'urbanisme, pour voir, OK, ce terrain-là, ce bâtiment-là, est-tu compatible avec les applications que tu veux faire? Puis ils ont aussi un registre de qui a de l'espace à louer, par exemple. Fait que première démarche, tu cherches un local, peut-être que ta première étape, ça serait d'appeler NextDev. Ils ont déjà des bons contacts puis des bons tuyaux là-dedans. OK, bon, tu es rendu à l'étape plus loin de ça. Tu veux lever du financement à ton projet. Comment tu t'y prends? Bon, eux autres, ils vont te mettre en contact par rapport à
C'est ton profil. OK, tu es moins de 40 ans, ben, il y a tel programme qui rentre bien dans ton cadre, etc. Tu devrais... Et puis, il facilite ces échanges-là avec même les personnes clés dans ces différents organismes-là. Fait que tu peux t'imaginer que ça peut te sauver pas mal de temps, pas mal d'efforts. Puis aussi, ils ne sont pas supposés le dire, là, mais ils vont aussi te coacher sur comment approcher ces gens-là par rapport à qu'est-ce qui tique pour ces gens-là. T'sais? Une fois que tout ce montage-là est fait, ils mettent en contact avec, je sais pas moi, Investissement Québec, ça peut être avec FTQ, ça peut être avec le Fonds local d'investissement, avec des programmes fédéraux, peu importe. Bon, une fois ça arrive, ils ont leur comité, ils se décident, yeah, thumbs up, vous êtes bon, on va y aller, on va vous embarquer. OK, bon, mais ça ne s'arrête pas là. Ce qui est bien après, c'est qu'ils vont t'aider et t'accompagner aussi dans les démarches de... Tu sais, ça peut être des suivis réguliers. Bon, ben comment ça va? Aujourd'hui, j'ai rien à dire. Ben ouais, j'ai rien à dire. T'sais. Mais d'autres fois, c'est genre, bon, ben je pense qu'on est rendu à l'étape communication. Ça veut dire quoi, ça? Ben, faire un communiqué de presse. T'en as-tu déjà fait dans ta vie, un communiqué de presse? Non. Bon, ben parfait. Comment ça marche? Qui contacter? Hey, avez-vous des trucs pour essayer de piger du monde dans le monde commercial et tout. Fait qu'ils peuvent créer des liens, ils peuvent t'aider dans la démarche communication, dans la démarche visibilité. Puis aussi, petit à petit, si tu le demandes, ça peut être aussi de la formation. Tu sais, ils ont des capsules de formation en collaboration avec le CCIHR, Chambre de commerce de Haut-Richelieu, tu sais, où là, vraiment, c'est un partage de services. Fait que c'est vraiment d'une aide inestimable, là, tout ce qu'ils peuvent offrir, parce que c'est vraiment des anges gardiens de ton processus. Donc, ça facilite tout le travail là, quand on veut augmenter la production. Et parlons-en justement. Oui. Cette décision-là de vous installer dans le parc industriel, ça a occasionné quoi là, comme augmentation de production, d'offres de services, de produits, etc.? Donc, qu'est-ce que ça a occasionné pour Driftwood Natural? Bien, dans le quantitatif, c'est très simple. Avant, tu étais en mode, on est capable de supporter X nombre de milliers de bouteilles par année. Pour notre brand, on veut beaucoup miser l'aspect artisanal, etc. Fait qu'il y a Driftwood Naturals, puis il faut dissocier un peu dans la tête des gens le Driftwood Naturals de Driftwood Naturals Pro. OK. Parce que, tu sais, on se donne toujours une image fait main, artisanale, de haute qualité pour la gamme de produits que vous voyez. Mais pour le service qui va derrière la fabrication de ça, pour les bouteilles, quand j'arrive avec un client qui me dit « j'ai 500 000 bouteilles à faire par année », on s'entend bien qu'on ne va pas les faire à la main. Fait que là, OK, c'est là où cette expertise-là, cet équipement-là va venir complémenter notre offre de service. On était limité aussi dans la quantité de bougies qu'on était capable de faire parce que, tu sais, quand tu as 1500 pieds carrés chez toi à la maison, ça commence à être longtemps, puis ça commence à être serré, puis les murs, ils shake là, quand tu es rendu là, tu sais. Fait que quand on est rendu à une équipe de 6 aussi, c'est pas évident d'héberger tout ce monde-là à la même place. Puis le voisinage, ils ont été super compréhensifs, mais à un moment donné... Donc là, ça prenait, là, on pouvait plus là, étirer l'élastique, ça prenait un setup. Donc là, on était capable de vraiment accroître notre capacité en termes de fabrication de bougies. On a depuis embarqué 2 nouvelles marques maison dans leur capacité. Fait qu'on opère au complet des marques qui vont se retrouver sur les tablettes de magasins. Mais c'est en fait nous autres qui l'aurons fabriqué. Puis c'est confidentiel, ça, les gens ne le savent pas. Dans les bouteilles, donc depuis le commencement, là, en décembre, là, avec le lancement de la machine, le start-up, depuis, on suit une belle cadence dans le remplissage de bouteilles de 15 ml en huile essentielle. On est en pourparlers avec 2 autres clients qui vont venir très rapidement à quadrupler la quantité de production qu'on fait dans les bouteilles. Un client dans les probiotiques et un client dans la gamme de produits naturopathes homéopathie, des pipettes et des codigouttes. Puis pour les savons, d'avoir un espace dédié, un atelier dédié. Parce que, tu sais, veux pas, quand tu avais un atelier, c'était aussi de la planification de temps en atelier. Aujourd'hui, je suis setupé en bougie, tu es setupé pendant une semaine, mais tu as des commandes qui rentrent pour des savons. Attends un peu, là. Il faut que je finisse mon processus là-dessus. Là, maintenant, des espaces de production full conforme Santé Canada. On est en processus réglementaire d'aller chercher nos licences NPN pour aller chercher plus ce bagage de crédibilité-là devant ces clients-là. Mets-toi devant un client qui va vendre ses produits chez Costco, par exemple. Okay. Il va te dire comment tu fais ça. Okay. Quel manuel tu suis. Première red flag, c'est OK, tu fais ça de la maison. Ça ne marche pas. Tu as beau avoir les plus beaux processus, les plus belles méthodes,
Ça manque de crédibilité. Oui, tout à fait. Donc là, tu sais, il y avait déjà ce qualificatif. Fait que quantitatif, on est capable d'accroître la production, supporter des volumes jusqu'à 2 millions d'unités par année dans les bouteilles. Dans les bougies, je ne suis même pas capable de le calculer. C'est une question de temps plus que d'autres choses. Mais là, le qualificatif indéniable, là, c'est « Es-tu en mesure de respecter mon manuel qualité? Puis as-tu les démarches, puis le bâtiment, puis les aménagements faits pour être conforme à mes attentes? » Puis ça, ce n'est pas le client qui le dit, c'est Santé Canada qui va le dire. S'il exporte aux États-Unis, FDA, les produits naturels, peu importe. On a plus en mesure le contrôle de garantir les attentes qualité du client. En 1 minute, quels sont vos plans pour les prochains mois et prochaines années? Évidemment, bon, là, vous êtes installé, l'usine est plus grande, mais vous avez sans doute des projets d'avenir pour l'entreprise. Bien, le plus important, c'est de finir la démarche réglementaire qui est associée avec la gamme de produits qu'on est en train de chasser, c'est-à-dire aller chercher notre certification Écocert pour la manutention et le conditionnement des produits biologiques. Donc, quelqu'un qui te dit « je suis certifié bio », OK, c'est bien beau, mais prouve-le que ton système est prêt. Et le deuxième, c'est donc suivre cette démarche-là réglementaire-là, convertir, closer les 2 soumissions très, très, très intéressantes sur la table qui vont exploser le volume de bouteilles, là. Puis l'idée, c'est de se positionner pour être graduellement ouvert vers l'export, c'est-à-dire d'avoir cette expertise-là reconnue, que des clients, que ce soit au Québec, au Canada, en Ontario, peu importe, viennent vers chez nous parce qu'on a réussi à se démarquer puis à se créer ce niche-là puis ce créneau-là du petit vrac en petite bouteille qui est le monde de la bête noire du monde du remplissage. Fait que c'est ça la solution qu'on offre, une solution locale avec des joueurs qu'on aimerait attirer localement. M. Diep, merci beaucoup. C'est un beau Plaisir. succès, votre entreprise, et puis on va espérer d'ailleurs que ce succès-là se multiplie au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps, puis merci beaucoup pour l'invitation. Encore une fois, un gros merci à NextDev, CEHM, BMO, Investissement Québec, à avoir réussi à croire dans ce projet-là, puis de le mettre de l'avant, puis nous aider à arriver à terme. Donc, je pense qu'on a un bel avenir devant nous. Ça fait plaisir, M. Diep. Merci, Plaisir. au revoir. Voilà, ça met un terme à cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. Au revoir, à la prochaine.